Elle dit quelqu'un qui se compare toujours aux autres ne sera jamais heureux. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de l'autre côté. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite et fin de notre entretien avec Zala Azara. Vous pouvez toujours nous envoyer vos messages par Facebook ou sur le WhatsApp de l'émission au 0033 619 88 45 88. Mon nom est Abdel Noël Zala. Vous êtes sur la radio Myria. Bonne écoute. Mais aujourd'hui, je vois que ça m'a apporté beaucoup plus. Mais comment tu es arrivé à quitter cette vision d'échec-là pour arriver à tirer des leçons de ça? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es assis et faire l'analyse de toute cette situation et arrêter de te plaindre en quelque sorte et de te dire que tu as perdu ton temps? Oui, effectivement, il a fallu un déclic. Tout simplement parce que j'ai été témoin du malheur de quelqu'un. Voilà, une brave dame qui a perdu non seulement son mari, son enfant, et qui est tombé gravement malade, et cette maladie a abouti à l'ablation de ses deux mamelles. Tu vois, quand j'ai vu ça, j'ai dit, attends, je vais voir. J'ai commencé à faire moi-même le bilan de ma vie. J'ai vu que j'ai la santé. Il y a des femmes qui n'ont pas la santé, qui sont couchées à l'hôpital. J'ai un enfant. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à mettre au monde, qui n'arrivent pas à enfanter. J'ai un boulot. Et il y a beaucoup de chômeurs dans cette ville-là. J'ai une famille. C'est vrai, toutes les familles ont leurs petits problèmes, mais quand même, j'ai une famille. J'ai eu la chance de grandir auprès de mes parents, si je peux le dire. Et tu vois, et j'ai un toit où vivre. Je mange à ma faim. Et je me suis dit, ça là, moi-même là, je fais partie des privilégiés de Dieu. Je gagnerai à considérer, c'est-à-dire à aller de l'avant et à considérer tout ce qui m'est arrivé par le passé là comme de l'expérience et comme des essais en fait. Voilà, c'est comme si j'étais en quête de quelque chose et tout ce qui est arrivé là, c'était des essais jusqu'à ce que je vais trouver la bonne formule. Voilà. Et je me suis... depuis ce jour-là, j'ai dit, voilà, tout ce qui m'arrive là, c'est la volonté de Dieu. Donc, je n'ai qu'à suivre. Et il va me conduire là où je dois être. Et c'est tout. Et qu'est-ce qui même m'a aidé à avoir ce déclic? Ce sont mes nombreuses lectures. C'est vrai que quand moi je suis désespérée, la seule chose que je fais, c'est que je n'abandonne pas. Ce sont mes lectures. Je peux me retrouver avec 2 ou 3 livres comme ça sur le lit. Voilà. Et voilà. Quand je ne dors pas, je les lis. Et tu peux nous conseiller 2 ou 3 livres qu'on peut lire et explorer d'autres choses? Oui, bien sûr. Voilà, il y a le livre que j'ai le plus aimé. C'est une dame qui l'a écrit. Bon, je ne me souviens plus de son nom, mais c'est un petit livre de poche comme ça. Et un revendeur de livres me l'a proposé, j'ai pris. Et le livre a fait presque 4 mois chez moi, je n'ouvrais même pas parce que je trouvais que c'était bon, c'était pas ce dont j'avais besoin. Et le livre s'intitule Les 10 règles pour réussir sa vie. Voilà, c'est ça. Je ne me rappelle plus du nom de l'écrivain. Et
en substance, ce que j'ai retenu de ce livre-là, c'est que chaque être humain est venu sur cette terre-là pour une raison ou pour une autre. Et tout ce qui t'arrive là, au lieu de te morfondre, tu devrais remercier Dieu et continuer à aller de l'avant. Et dans ce livre, l'écrivain nous déconseille fortement de nous comparer à autrui. Et elle dit que c'est là que réside tout notre malheur. Mais ça c'est une habitude. On a reçu M. Ouedraogo Hervé dans cette émission et il a dit que comparaison égale poison. Mais c'est une habitude chez nous, hein, en Afrique ici. Et elle déconseille ça fortement. Elle dit que quelqu'un qui se compare toujours aux autres ne sera jamais heureux. Parce que elle dit que c'est comme si tu es dans un jardin bien fleuri avec tout ce qu'il faut. Au lieu de profiter de ce beau jardin-là, tu es en train de tirer ton cou devant pour voir ce qui se passe là-bas. Parce que tu penses que l'herbe du jardin, plus loin, l'herbe est plus verte là-bas que chez toi. Pourquoi tu ne vas pas profiter d'abord du jardin dans lequel tu es d'abord, profiter de ça, et quand un autre jour tu seras ailleurs, tu vas voir ce qui se passe là-bas. Mais chez nous, toujours, on est en train de se comparer à l'autre. On veut savoir qu'est-ce que le voisin fait, qu'est-ce qu'il mange chez eux. Voilà, quand il y a les mariages et autres, même si je porte ma belle tenue, je pars au mariage. Au lieu d'être heureuse dans ma belle tenue là, je suis en train de regarder ma voisine qui a porté, je sais pas, de regarder l'habillement de ma voisine. Si bien que, si par exemple je me dis intérieurement que ma voisine n'est plus mieux habillée que moi, déjà, moi, le mariage là, c'est gâté pour moi. Puisque je ne profite même pas de l'événement. Et rien ne prouve que la voisine est mieux habillée que moi. C'est ce que je pense. Sûrement elle s'est dit la même chose. Mais bien sûr, c'est ça. Donc dans ce livre, elle déconseille fortement la comparaison. Elle dit chacun a sa vie. Vis ta vie comme tu l'entends. Et comme ça, à la fin de ta vie là, ça dit que au moins tu auras fait ce que tu voulais. Tu n'as pas vécu pour les autres, mais tu as vécu ce que tu voulais vivre. Et j'ai remarqué que beaucoup de gens ici, c'est même pas beaucoup de gens, nous tous, le regard des autres pèse sur nous. Et moi je me demande pourquoi on fait subir ça aux autres. En fait, pourquoi on emprisonne les gens dans notre vision. C'est ce que je t'ai dit. C'est comme ça qu'on nous ça a nous élevés. Oui. Mais si on voit que ça ne nous arrange pas. Bon, toi par exemple, tu as une fille. Comment toi, tu arrives à lui inculquer son estime de soi, sa confiance en elle? Comment tu arrives à gérer ses échecs tout en sachant ce que tu as vécu toi-même? Ou bien ce sont les mêmes schémas que tu retransmets? Ah non, moi je ne retransmets pas les mêmes schémas. La preuve est que moi-même, je t'ai parlé tantôt de, je ne sais pas si je t'en ai parlé, de mon expérience professionnelle scolaire. Non, voilà, on n'a pas pour parlé que, de ça. oui, c'est ça. Voilà, j'ai étudié le secrétariat, mais ce sont je peux dire, ce sont mes frères qui m'ont orienté vers ce domaine-là. Voilà, et moi, bon, en bonne fille, j'ai suivi leurs conseils et je l'ai fait. Mais aujourd'hui, je ne regrette pas. Mais lorsque ma fille a réussi à son certificat, moi je voudrais qu'elle aille en internat. J'en ai parlé avec elle et elle m'a dit maman, je ne veux pas aller en internat. J'ai dit pourquoi? Elle dit non, elle ne veut pas aller à l'internat parce qu'elle va être loin de ses parents. J'ai dit il n'y a pas de problème. Pour moi, l'essentiel est que tu étudies bien. Si tu me promets de bien étudier dans une école à Ouaga, près de tes parents, il n'y a pas de problème. Tu vas étudier là-bas. Mais que ce soit en internat ou dans une école, voilà, en externat, l'essentiel, c'est de bien travailler à l'école. Donc, si tu ne veux pas l'internat, je te laisse. Mais il y en a qui ont pris ça comme si c'était une faiblesse vis-à-vis de l'enfant. Oui. Parce qu'on trouve que non,
l'enfant s'est imposé à moi. Et pourtant, c'est pas ça. C'est comme un contrat. C'est comme un contrat d'objectif entre le parent et l'enfant. On s'est mis d'accord. Ça dit qu'à la fin de l'année, il faut que l'enfant m'amène de bons résultats. C'est tout. C'est ça l'essentiel, non? Que l'enfant aille en internat ou que l'enfant reste dans une école ordinaire. L'essentiel, c'est les bons résultats. Donc, si l'enfant m'amène un bon résultat, c'est bon. Ce n'est pas une faiblesse, mais c'est pour ne pas frustrer. Oui. C'est pour ne pas frustrer l'enfant. Et c'est pour que l'enfant sache que tout acte que tu poses là, les conséquences, il faut les assumer. Voilà. Oui, il faut les assumer. Voilà. En réalité, c'est ça. Il faut responsabiliser les enfants. Moi, la façon dont on m'a éduqué, je ne compte pas éduquer mon enfant comme ça. Non. Par exemple, je sais qu'un temps, moi, je voulais faire des petits boulots. Tiens, aller dans les maquis, servir, pour avoir un peu d'argent de poche. Mais moi, on me l'a fortement déconseillé. Oui. Mais ma fille, je compte lui inculquer ça. Pour qu'elle sache que l'argent, là, ça se cherche. Et qu'elle doit travailler. Elle ne doit pas s'adonner à des pratiques faciles pour se faire de l'argent. Mais elle doit l'avoir à la sueur de son front. Tu vois. Combien d'étudiants sont là présentement au Burkina? On ne fait qu'étudier. Voilà. Ouais. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que nous, dans notre radio, dans nos différentes interviews, tout ça, dans nos recherches, en fait, notre conclusion, c'était que, en fait, ici, on ne responsabilise pas les enfants. On ne responsabilise pas et on leur donne pas les outils pour qu'ils puissent se débrouiller à l'avenir, si les parents ne sont pas là. Parce qu'il y a beaucoup de familles qui quand les parents décèdent, les enfants, ça devient... S'ils ne deviennent pas fous, ils deviennent des voyous, voilà. Parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas été responsabilisés. C'est ça. C'est ça, parce que bon, les parents, en réalité, les parents couvrent trop les enfants. Tu vois, ils les couvrent trop. C'est-à-dire, les parents même oublient qu'eux, ils sont des mortels. Quand tu sais que tu es un mortel, et que un jour ou l'autre, et que même demain tu peux ne plus exister, tu vas éduquer ton enfant de sorte à le rendre indépendant. Mais quand tu te dis que non, de toute façon, je suis là, j'ai les moyens, donc tu vas mettre l'enfant, tu vas penser que... Ça lui rend pas service, en fait. Dans une autre de mes lectures, l'écrivain dit que même quand tu as des millions, il ne faut pas mettre tes enfants trop à l'aise. Parce que quand l'enfant a tout, mais qu'est-ce qui fait qu'un être humain se bat plus? C'est parce qu'il a un objectif. Il y a quelque chose qu'il veut là. Il sait que si je veux telle chose, je vais avoir telle chose. Il faut que je fasse tel effort pour l'atteindre. Mais quand tu prends tout, tu mets devant l'enfant. L'enfant, il ne fait plus d'efforts. Voilà. Il va même plus faire d'efforts. Il va faire l'effort pour quoi? Puisqu'il a tout. Il a tout. Donc, dans ce livre aussi, on déconseille de mettre trop les enfants à l'aise. Même quand il y en a là, il faut créer un manque virtuel. Montrer à l'enfant qu'il n'y en a pas. Pour voir comment l'enfant va se comporter. Mais c'est parce qu'on donne. Un jour, quand il n'y en a plus, l'enfant devient bandit. Oui, puisqu'il est habitué à la facilité. Mais quand tu donnes, à un moment donné, tu dis, il n'y en a pas, il faut que chacun n'a qu'à resserrer. Tu vois, chacun fasse un effort, par exemple. On peut dire, ce mois-là, il n'y a pas assez d'argent, donc l'électricité, là, on va réduire le budget. Donc l'enfant sait qu'il ne faut pas sortir, laisser les ampoules allumées. L'enfant sait que la télé, là, quand tu regardes la partie, d'un certain moment, il faut éteindre. Laisser la télé, là, se reposer, et puis le courant, là aussi, aller doucement. L'eau, là, l'enfant sait que, papa a dit que ce mois-ci, il n'a pas l'argent. Donc, l'enfant sait que s'il rentre sous la douche, là, il doit faire rapidement et puis sortir fermer. Mais quand tu dis à l'enfant qu'il y en a, il n'est pas responsable. Tu vois? Donc, c'est encore la famille. Moi, j'incrimine toujours la famille. C'est encore la famille qui va mettre l'enfant dans des problèmes. On va dire que l'enfant, on ne sait même pas pourquoi il est comme ça. Pourtant. Que pourtant,
On lui a tout donné. Tu lui as trop donné. Tu lui as trop donné. On dit, quand je sais que il y a une phrase là de dissertation qu'on nous donnait toujours à l'école. L'aide doit aider à assassiner l'aide. Je crois que c'est une phrase du président Thomas Sankara. Quand on dit ça là, ça s'applique partout. Hein. Oui, quand tu dis tu as tout donné à l'enfant, c'est pour qu'il cherche plus. Par exemple, pendant les vacances, mon fils est là, il a 18 ans, il est là à la maison, il fait rien. Je lui donne 100 000 francs. Je dis, débrouille-toi. Trouve un petit commerce, fais quelque chose. Pour qu'à la rentrée, là, il faut que tu m'amènes, tu me rembourses mon capital 100 000 là. Et puis, bénéfice là, tu vas te débrouiller avec. Il peut ouvrir Orange Money, je ne sais pas, payer des unités, il peut faire. Ou bien, il y a tellement de petits boulots. Voilà. Quand tu donnes à l'enfant, il faut que ça produise plus. Il ne faut pas toujours l'enfant venir tendre la main et puis tu mets là-dedans. C'est pas bon. C'est pas bon. Oui. Donc, on est arrivé au terme de notre entretien. Bon, il ne faut pas qu'on termine sur une note négative. Oui. Donc, quel est ton dernier mot? Mon dernier pour mot. Nos auditeurs. Oui. En tout cas, moi, j'invite tous les auditeurs à la lecture. Moi, c'est ma passion. Mais c'est une passion qui paye beaucoup. Oui, j'ai découvert tellement de choses là-bas que aujourd'hui, je ne vois pas ce qui pourrait me décourager. Oui. Dans les livres, tu apprends vraiment tellement de choses et c'est plus... Je veux dire que ça offre tellement de possibilités parce que quand tu lis, tu as cette latitude-là d'interpréter ça comme tu veux. Et c'est un vrai voyage, quoi. Vraiment, la lecture, c'est un voyage. Ça te permet d'outrepasser toutes les frontières, tu vois. Donc, moi, j'invite vraiment les uns et les autres à lire beaucoup et vraiment à se cultiver chaque jour davantage et à cultiver la passion de la positivité, quoi. Vraiment, tout est positif ici-bas. Ok, merci Tanti. De rien. Merci d'avoir écouté. Et si cette émission vous a plu, je vous donne la permission de la télécharger et de la partager avec vos proches. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook et YouTube notamment, pour plus d'entretiens dans ce genre. Nos invités sont curieux de savoir ce que vous avez pensé de ce qu'ils ont eu à dire. Donc laissez-nous vos réactions sur le WhatsApp de l'émission au 0033 6 19 88 45 88. Bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.